Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Chiara. Victime d'une agression sexuelle, son père a voulu la venger. C'est un père de famille qui a sérieusement blessé hier le violeur présumé de sa fille de 14 ans. C'est quelqu'un de plutôt calme, plutôt posé, donc j'aurais jamais pensé qu'il aurait pu tirer. Non, ça m'est pas venu du tout à l'esprit, à aucun moment. Avoir envie de se venger, je pense que tout le monde peut passer par là, mais tout le monde ne passera pas à l'acte. Enfin, moi, personnellement, je me vengerai, ça c'est sûr. Vous avez besoin que justice soit faite, en tout cas, ça c'est sûr. Ah ouais, non mais c'est clair. Et moi, quand je me venge, à la différence des gens qui sont là, je programme ma vengeance, je la prémédite. Ou encore l'histoire de Bruno. Il avait chargé un proche d'intimider l'agresseur de sa fille. Le proche a tiré et Bruno risque aujourd'hui 5 ans de prison. J'espère convaincre le tribunal qu'il s'agit simplement du geste d'un père pris au dépourvu qui n'avait pour ambition que de protéger sa fille des agissements d'un individu extrêmement dangereux. Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans toute une histoire. Merci de nous recevoir. Si malheur arrive, tu payeras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. Telle est la célèbre loi du talion, une loi qui ne s'applique plus dans nos sociétés modernes parce que la justice existe. Mais au fond, qui n'a jamais éprouvé l'envie irrépressible de se venger à la suite d'une trahison ou d'un affront ou d'une agression? La plupart du temps, on réfrène ses pulsions de vengeance, on maîtrise sa rancœur. Certains de nos invités d'aujourd'hui n'ont pas réussi à se maîtriser, ils sont passés à l'acte, ils se sont vengés au nom de l'honneur, au nom de l'amour, au nom de la haine parfois. D'autres sur ce plateau sont titillés par l'idée de punir ceux qui les ont offensés. Ils hésitent à faire justice eux-mêmes et ils viennent aujourd'hui nous apporter leur témoignage. Je vous présente nos invités en commençant par Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Pourquoi vous envisagez de vous venger aujourd'hui? Parce qu'il y a un peu moins d'un an, j'ai été violée par 2 collègues à moi et donc la justice ne fait rien. Donc voilà. Vous savez que c'est totalement illégal? Ouais, je sais. Que vous risquez très gros? Je sais aussi. Et que c'est pas tout à fait sûr, loin de là, que ça vous réconforte dans ce qui vous est arrivé? Si, je pense. On en discutera. À vos côtés, Carole. Bonjour. Bonjour. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris que le petit ami de votre fille était violent avec elle, en fait? J'ai été déjà bouleversée parce que ma fille ne nous avait jamais mis au courant de ce qui lui arrivait. Quel âge avait-elle? 16 ans. Et lui? 20. Vous avez chargé avec votre mari et un de vos amis d'intimider ce jeune homme violent. Alors comme souvent dans les ventes d'état personnel, ça tourne mal. Un coup de feu est parti, la loi punit ce type de vengeance et vous êtes actuellement accusé de tentative de violence avec arme. Oui. Vous êtes embrigadé dans quelque chose qui vous dépasse aujourd'hui. Sylvain est notre invité. Bonjour Sylvain. Depuis Bonjour. toujours, au moindre affront, vous ripostez. Vous avez le désir de revanche et de vengeance qui est inscrit en vous. Ça a commencé assez jeune. C'est plus fort que vous. Vous nous raconterez si votre soif de vengeance est plutôt réparatrice dans votre cas ou plutôt destructrice. Pour commencer cette émission, voici l'histoire de Chiara. Chiara est une toute jeune fille qui a été agressée sexuellement par un jeune homme. Son père a décidé de la venger. Chiara n'a que 17 ans. C'est pour cette raison aujourd'hui qu'elle témoigne anonymement. J'ai été la saluer avant l'émission. Bonjour Chiara. Bonjour. On retrouvera son témoignage avec sa sœur juste après ce reportage qui retrace son histoire. C'était un 29 mai 2003 et je suis partie me promener avec un gars de mon quartier. Et c'est là que ça a basculé. Il a essayé de m'embrasser et voilà. Et après, c'est là où il m'a agressée. Chiara avait 14 ans quand elle a été victime de cette agression sexuelle. Une fois avertie, son père décide de s'assurer que le coupable sera puni. C'est un père de famille qui a sérieusement blessé hier le violeur présumé de sa fille de 14 ans dans l'enceinte même du commissariat de police où il était convoqué. Le père de famille prend la fuite avant de téléphoner à la police, se dénonçant et menaçant de se suicider. Finalement, il se rendra sans résister. J'aurais jamais pensé qu'il aurait pu tirer. Non, ça m'est pas venu du tout à l'esprit, à aucun moment. C'est quelqu'un de plutôt calme, plutôt posé, donc non, à aucun moment. Mais pourquoi ce père si tranquille, qui avait une vie sans histoire, en est-il arrivé là? Lucille, la grande sœur de Chiara, a vu son père quelques heures avant le drame. Le matin, avant qu'il tire sur cet individu-là, j'ai vu mon père tomber dans les escaliers, hurler à la mort. Et quand on voit son père s'écrouler d'un coup, quelqu'un qui est si fort et qui cherche à nous protéger, c'est un homme en souffrance que j'ai vu.
C'est pas un homme meurtrier, c'est pas un homme qui allait abattre quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'avait plus sa raison et qui était fou d'amour et fou de douleur. Et je peux le comprendre, et je le comprends parfaitement. C'est le geste d'un homme qui craignait que la justice ne venge pas sa fille. Ce jour-là, en se rendant au commissariat, il voulait s'assurer que le violeur présumé de Chiara serait bien au rendez-vous. Tout d'un coup, il y a comme eu un voile dans ses yeux et il n'a plus vu rien d'autre. Il ne se souvient même pas avoir appuyé sur la détente. Mais en voulant se faire justice lui-même, cet homme a tout perdu. Il a été jugé et condamné à 5 ans de prison, dont 1 an ferme. Les 2 sœurs ne peuvent aujourd'hui voir leur père qu'une fois par semaine, pendant 30 minutes, au parloir de la prison de Fresnes. Aujourd'hui, on lui apporte ses vêtements. C'est la seule chose qui le relie encore à la maison, avec l'odeur du linge propre. La seule chose qui est propre dans la prison. Une petite lettre avec un petit message. Essayer de sourire malgré ce qui nous arrive et puis surtout ce message d'amour que... Vous vous rendez compte qu'il est juste là et qu'on aimerait le prendre par la main et le ramener chez nous. Et lui dire papa c'est fini, on recommence enfin à vivre. Ouais, c'est un papa très doux. Oui. C'est un papa très doux. C'est un papa très doux, très protecteur. Il faut savoir que tout le week-end qui a précédé son acte, ça a été un calvaire total. Ma sœur était sous trithérapie, donc c'est le traitement pour le sida. Préventif. Préventif, voilà. On ne savait pas si demain elle allait mourir ou pas. On a été menacés de mort pendant tout le week-end. Cet individu qui est l'agresseur de ma sœur, le lendemain donc, de son agression contre ma sœur, a agressé quelqu'un pour lui voler son scooter. Il était donc détenu par la police pour ces faits-là. On nous avait garanti qu'il resterait donc enfermé jusqu'au lundi pour être entendu pour l'agression de ma sœur. Et au final, il a été relâché le dimanche, contre toute attente. Les policiers eux-mêmes ne peuvent pas l'expliquer encore. Et il nous a téléphoné, les menaces de mort ont redoublé. Il a dit très clairement, si demain j'en prends pour 10 ans, eh ben, ça va être la fin pour vous. Mais c'est quoi, c'est un petit caïd? Je crois que c'est plus qu'un petit caïd. C'est quelqu'un qui, avant ses 18 ans, a eu 22 condamnations, qui, au moment des faits, continuait encore ses provocations. Voilà, ses provocations, ses délits. Il faut savoir que, hélas, les coups de feu qu'il a reçus n'ont pas arrêté ses crimes et délits. Puisque... Il est en liberté ou en prison actuellement? Il est en liberté. Alors, votre sœur est avec nous. Chiara, on a préféré que vous témoigniez anonymement. Vous êtes mineure aujourd'hui, c'est pour votre protection. Pour comprendre comment votre père en est arrivé là, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé ce jour-là. Vous connaissiez ce garçon, ce voyou, vous l'aimiez bien? Qu'est-ce que vous pensiez de ce garçon? Non, c'était juste un jeune de mon quartier, donc que j'avais l'habitude de croiser en allant chercher du pain. Et donc on se disait régulièrement bonjour, avec lui comme avec d'autres. Vous ne connaissiez pas son côté agressif que vient de décrire votre sœur? Non, du tout. En fait, j'étais jeune, j'avais 14 ans et je sortais très rarement que pour aller chercher du pain. Donc non, je ne connaissais pas du tout en fait. Quand il vous a proposé d'aller vous promener dans les bois, vous n'étiez pas méfiante? Non, à aucun moment, non. J'étais très 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 naïve et je l'ai suivi. À quel moment ça a basculé? Donc à la suite donc, du rendez-vous, on a parlé pendant un très très long moment. Où pendant ce moment-là, il m'a rassurée, il m'a beaucoup rassurée sur tout et rien, en disant qu'il avait horreur des violeurs et si un jour il en croisait un, il le tuerait. Il ne fallait pas qu'on touche à sa famille, à ses sœurs. Il vous a parlé de viol avant de vous violer? Voilà, comme quoi il tirerait dessus, il tuerait la personne parce qu'il trouve cet acte vraiment impensable. Donc on peut penser que ce qu'il vous a dit était à la fois pour vous rassurer et aussi pour vous faire peur par la suite, après avoir commis son viol. Qu'est-ce qu'il vous a dit juste après cette agression? Après cette agression, il m'a donné rendez-vous pour le lendemain. Vous aviez peur? Oui, énormément. En rentrant à la maison, quel était votre premier réflexe? Mon premier réflexe, en fait, ça n'était pas facile comme réflexe parce qu'il y avait toute ma famille qui était là, ma tante, tout ça. Donc on doit faire face, on doit faire style que ça va bien, qu'on revient d'une balade avec des copines. Mais pourquoi vous n'avez pas dit la vérité tout de suite? Parce que j'avais peur, parce qu'il m'a menacée de s'en prendre à ma famille et que j'avais très 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 peur. Donc voilà, mais je l'ai dit en fait, quand je suis rentrée, tout de suite j'ai appelé mes copines et je leur ai parlé de ce qui s'était passé. Comment vous avez appris la vérité, vous?
Moi, je l'ai appris par l'intermédiaire de ses amis, justement. Donc moi, je suis tombée des nues, je comprenais plus ce qui se passait. En fait, on ne réalise pas bien à ce moment-là. Donc je suis rentrée en catastrophe chez moi. Ma sœur était dans sa chambre, elle transpirait de partout, elle ne dormait pas. Enfin, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et lorsque j'ai voulu lui faire dire alors qu'est-ce qui s'est passé, elle s'est totalement fermée en fait. Elle ne m'a rien dit. C'est que le lendemain que finalement j'apprends, alors qu'elle se rend donc à la pharmacie pour obtenir la pilule du lendemain, que je comprends que c'est pas, que le cauchemar est... Alors Lucille, d'abord, dans un premier temps, vous avez amené votre sœur à l'hôpital, ce qui est un très bon réflexe. Et comment vous vous êtes décidé ensuite à le dire à vos parents et comment vous leur avez dit? Donc en fait, à aucun moment je me suis vraiment décidée à lui dire, parce que j'avais donné ma parole d'honneur à ma sœur que mes parents ne seraient pas au courant. Donc à la base, c'était un secret qu'on voulait garder toutes les deux, parce que donc elle était menacée de mort, ma famille également, et donc on se disait que c'était courir un trop grand danger que de mettre au courant mes parents. Donc il s'est passé que lorsque je l'ai déposée à l'hôpital, moi j'ai eu une réaction qui était une réaction que je pense être légitime, c'est-à-dire que je me suis rendue contre l'avis de mon petit ami directement dans la cité pour retrouver l'agresseur de ma sœur. Pourquoi faire? Parce que je ne sais pas ce que j'allais faire. Franchement, je ne savais pas. Mais c'est parce que j'avais tellement de haine au fond de moi et d'avoir à supporter, à garder ce secret-là, ça me semblait aussi impossible sur nos deux épaules. Vous n'aviez pas peur? Pas à ce moment-là? À ce moment-là, on ne voit plus rien. Franchement, je suis rentrée, j'ai été caillassée par des tonnes de gens qui étaient au courant finalement de tout ce qui s'était déjà produit. Ils s'en étaient vantés? Bien sûr, bien sûr. Donc j'étais caillassée, on rigolait à mon passage en me voyant pleurer, en me voyant dans un état catastrophique. Bon, j'ai monté les escaliers. C'est atroce à imaginer. Hein. Oui, voilà. Donc bon, tant mieux pour lui ou pas tant mieux, je ne sais pas. Il n'était pas là. Il venait justement d'être arrêté pour le vol avec l'agression qu'il avait commis le lendemain de l'agression de ma sœur. Et donc voilà, donc ça a été ma première réaction. Et vos parents, comment ils l'ont appris enfin? Mes parents qui nous connaissent très bien ont commencé à me poser maintes questions en fait, le soir même. Et j'ai pas résisté, j'ai pas tenu bon, ils ont tout de suite compris, je leur ai dit quoi. C'est là que la vengeance s'est déclenchée. Là, il faut nous décrire très précisément leur réaction, comment ça s'est déroulé. Donc ma mère s'est mise à hurler, elle était effondrée, elle est partie pieds nus courir jusqu'à la cité, donc elle était complètement déboussolée, voilà. Quant à mon père, pareil, il s'est effondré au sol, il ne comprenait pas, il gémissait. Vous avez senti qu'il pouvait péter les plombs, vous saviez qu'il avait une arme? Je savais qu'on avait un Gomcon, c'est-à-dire c'est une arme de protection qui est de 7e catégorie, donc tout le monde peut l'avoir chez lui. Mais effectivement, je ne savais pas qu'il avait une arme, une vraie quoi. Un vrai revolver? Un vrai revolver. Vous l'avez vu partir pour se venger? Vous avez senti que ça allait arriver? Non, pas du tout, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand même tout ce long week-end, puisqu'il a tiré sur l'agresseur de ma sœur le lundi. Durant tout ce week-end, finalement, on n'a fait que de faire appel à la police, c'est-à-dire que lui-même a demandé à la police d'intervenir, de nous protéger. Il a porté plainte le lendemain même, donc un homme qui veut se venger, il ne porte pas plainte, il se venge, point. Ce soir-là, il aurait eu l'occasion de se venger. Il aurait pris dans ce cas-là son arme, il serait retrouvé dans cette cité, il aurait tiré, je veux dire... Donc c'est vraiment l'enchaînement de tout ce week-end qui a entraîné cet acte-là. C'est pour ça que de toute façon, lors de son procès qui a eu lieu, la préméditation n'a pas été reconnue, entre autres parce que justement... on peut en parler clairement parce que le procès a eu lieu de toute façon. Donc vous pouvez dire tout ce que vous avez sur le cœur. Hein, donc effectivement, la préméditation n'a pas été retenue parce que l'expert psychiatre a bien démontré qu'il n'était pas dans son état normal. Durant les 3 nuits qui ont suivi, en fait... donc la nuit de vendredi, de samedi, de dimanche? De dimanche, voilà, il n'a pas dormi une seule de ces nuits-là. Le lundi, le type est enfin convoqué au commissariat. C'est à ce moment-là que votre père arrive au commissariat. Il est armé, ce qui est quand même une scène absolument étrange que même les scénaristes n'oseraient pas imaginer. Un homme qui rentre dans un commissariat pour se venger avec une arme. Dans quelles circonstances il l'a fait? Comment a-t-il pu se retrouver face à face avec l'agresseur de votre sœur? Avant même de rentrer, il téléphone donc à la police pour se demander s'il est bien dans les locaux, parce qu'en fait sa seule volonté à ce moment-là, c'est se dire enfin ils le tiennent, enfin la justice sera rendue. Et manque de bol, personne ne décroche au bout du fil. Et tout d'un coup, il voit quelqu'un arriver avec une demi-heure de retard et c'est l'agresseur de sa fille qui monte les escaliers comme si de rien n'était. Il lui dit « Je suis l'ami d'un avocat » parce qu'il ne sait pas quoi lui dire. Bien dans un coin. L'agresseur le suit et là, il me dit concrètement, mon père me dit après coup concrètement qu'il ne savait pas quoi en faire. C'est-à-dire que dans ses dépositions, il est dit clairement qu'il n'aurait jamais pu l'abattre froidement. Mais c'est parce qu'il a eu cet agresseur dans les yeux qui a tout d'un coup a compris le scénario. Il lui a dit qu'il était le père de votre sœur?
Et donc, il a commencé à se débattre, il est parti en courant, et là, mon père n'a plus rien vu. Comme je dis dans le reportage, il y a eu un voile devant ses yeux. Il a pensé qu'à une chose, à sa famille en danger, menacée de mort, à la protection qu'il n'a pas de la justice, et aussi à ma sœur qui, à tout moment, risque de mourir du sida, parce qu'on ne sait pas à l'heure qu'il est, si elle va vivre ou si elle va mourir. Malgré la trithérapie préventive. Bien sûr. Suzanne Robert-Ouvray, psychologue, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce monsieur au moment du passage à l'acte, à votre avis? C'est difficile de dire qu'il n'y a pas vraiment de vengeance, parce qu'il y a quand même le fait simplement de prendre une arme. Alors ça peut en effet être un souci de protection. Il a l'air d'être effondré. C'est un peu comme si à la fois il était là et pas là. Donc on peut en effet admettre l'idée qu'il est tellement... Pour ne pas tomber dans ce trou grave de la dépression et de la folie, il se raccroche à quelque chose. Il était... Pardon. Oui, je disais, il était démuni vraiment, parce qu'en fait, il avait eu l'impression de faire appel à toutes les instances qui pouvaient le protéger, la police, les pompiers. On avait écrit dans la nuit, justement, du dimanche au lundi, une lettre au préfet. On avait fait appel au maire. On avait vraiment été... Enfin, il avait essayé de contacter de lui-même toutes les instances. Le plus légalement possible, voilà, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, c'est ça. C'est peut-être là, Marc Gégère, vous êtes avocat, où naît la tentation de se faire justice soi-même. Et oui, on se rend compte dans cette histoire qu'en dehors du cocktail d'ingrédients qu'il a fallu de hasard et de dysfonctionnement pour que cet homme se retrouve face à son agresseur, on se rend compte aussi que finalement, cet homme n'avait vraisemblablement pas envie de se venger froidement, mais il avait simplement envie peut-être de faire face à l'agresseur de son enfant pour lui hurler toute sa douleur. Et finalement, le cocktail de dysfonctionnement a fait qu'on arrive à un geste qui peut être qualifié d'un geste vengeur, mais je comprends mieux la sanction qui a été prononcée à l'encontre du père de ces deux jeunes filles, parce que on est un peu loin de la vengeance froide, calculée, celle qui nous fait peur. C'est beaucoup, c'est peu pour vous? C'est peu. C'est peu au regard d'une tentative de meurtre, puisqu'il faut appeler les choses comme elles sont. Il n'existe pas d'excuse en France, dans le droit pénal français, au fait qu'on puisse se venger. Mais non, sinon ce serait de dire allez-y, faites-le, quoi. Mais on n'est pas dans la forêt, on vit en société. La loi du talion, elle existe quand on est dans une société qui n'a pas de règles. Mais on accepte tous l'idée que la justice fasse son travail à la place de ceux qui sont touchés à partir du moment où cette justice fonctionne bien. Un an ferme pour votre père et pour l'agresseur de votre sœur? 18 mois de prison, donc 14 avec sursis, c'est-à-dire 4 mois ferme. Sachant que ces 4 mois-là, il les avait déjà réalisés en préventive au moment des faits. À l'issue du procès, il est ressorti libre. Il était mineur au moment des faits? Non, il était majeur. Il était majeur au moment des faits? Oui, c'est dur. La peine aurait pu être encore plus lourde pour leur père? Tout à fait. Tout à fait, puisqu'il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Hein. Mais je pense que si elle n'a pas été lourde aussi, également, c'est parce que c'était une cour d'assises, donc face à lui, il a eu un jury populaire. Voilà, un jury populaire qui s'identifiait davantage au père de famille qu'un multirécidiviste. Carole nous racontera son histoire dans un instant. Elle est actuellement accusée de complicité de violence avec arme. Carole est avec nous sur ce plateau, vous venez d'écouter cette histoire. Vous avez vu la peine qui est tombée donc, sur le papa de Chiara et de Lucille. Quand Carole et son mari ont appris que leur fille était maltraitée avec violence par son petit ami, ils ont décidé d'agir. Voici leur histoire. Jessie a 16 ans. Le soir du 23 août 2004, elle ne rentre pas de la nuit. Séquestrée par son petit ami, l'adolescente rentre couverte de bleu à la maison. Sa mère, Carole, est sous le choc. Elle m'a avoué donc en fait ce jeune homme la maltraitait. Il la battait de n'importe quelle manière, hein, coup de poing, coup de pied. Quand vous savez que votre fille a été violentée de cette manière et tout, on a vraiment un sentiment de vengeance. C'est ce sentiment de vengeance qui a poussé Bruno, le père de Jessie, à agir. Mon mari a dit qu'il allait aller le trouver. Elle ne voulait pas parce que c'était un jeune homme qui était complètement fou, qu'il avait peur de rien et qu'en plus, il était souvent armé. Décidé à protéger sa fille, Bruno charge Marco, un de ses amis, d'intimider l'agresseur de Jessie. Il lui confie son arme pour se défendre. Alors là, on va rentrer dans la salle où s'est passée la bagarre entre Marco et le jeune homme. Le jeune homme sortait des toilettes. Il a eu dispute avec Marco. Le jeune homme a sorti un couteau et a mis un coup à Marco. Et c'est là
que Marco a tiré sur le jeune homme. Le coup n'est pas fatal, Marco a écopé de 15 mois de prison. Quant à Carole et Bruno, accusés de complicité, ils se rendent chez leur avocat pour préparer leur procès. Les peines encourues par mes clients sont en théorie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. J'espère convaincre le tribunal qu'il s'agit simplement du geste d'un père pris au dépourvu qui n'avait pour ambition que de protéger sa fille et de protéger son foyer, des agissements d'un individu extrêmement dangereux. Depuis ce drame, Carole et Bruno se soutiennent. Ils vivent mal l'absence de Jessie qui a dû quitter le domicile familial et s'installer dans une autre ville pour sa sécurité. Ils l'appellent tous les jours. Bah, je te repasse ta mère, hein. Je te fais un gros bisou. Oui, c'est moi, ça va? Ça a été ta matinée? T'as bien travaillé? Ça m'embête qu'elle soit loin de nous, quoi, parce qu'elle nous manque, quoi. Il manque quelqu'un dans la maison, quoi. Hein? Je t'embrasse. Et puis à ce soir, hein? Allez, au revoir. Pour moi, c'est très difficile en fait, déjà d'être dans sa chambre et de vivre. De vivre dans ma maison sans elle. Où est-elle aujourd'hui, votre fille? Elle est dans une autre région, une autre ville. Pourquoi? Bah déjà parce qu'elle-même, elle n'a pas envie de revenir, parce qu'elle a peur. Je pense aussi qu'elle a honte de tout ce qui est arrivé. Honte? Je pense. Comment lui expliquer que c'était pas de sa faute? Elle y est pour rien? Non, elle y est pour rien, mais elle pense que le fait de nous avoir en fait tout caché a entraîné en fait tout ça. Quel âge a-t-elle aujourd'hui? Elle aura 19 ans. Toute jeune. Vous avez conscience de ce que vous risquiez en vous lançant dans une vengeance personnelle? Bah, disons que pour nous, en fait, c'était pas une vengeance. Ça a été un acte fait sur le fait. C'est vrai que quand on a vu ma fille comme elle était, marquée et tout ça, en fait, mon mari a été complètement foudrage, quoi. Il était complètement anéanti. Oui, l'impression de ne pas avoir su protéger sa fille, j'imagine un peu comme votre père. Et ma fille a dit que le jeune homme était de toute manière fou, dangereux, qu'il était toujours armé, qu'il avait peur de personne, ni de la police, ni de rien. Alors mon mari a dit, si lui il est fou, nous on va lui montrer qu'on est plus fou que lui. Donc en fait, c'était lui faire peur. La justice prendra sa décision d'ici 1 mois. Oui, un peu plus d'1 mois. Le procès a déjà été reporté 3 fois. Vous avez hâte ou vous n'avez pas hâte que le procès ait lieu? D'un certain côté, hâte, parce que ça fait quand même 2 ans et demi que, en fait, on vit sans vivre. Sans votre fille? Sans ma fille, puis en plus, on ne sait pas où on va, puisque vu que le verdict, le procès n'est pas passé, donc on ne sait pas ce qui va nous arriver. On a vu votre avocat qui parle d'un geste, je le cite, du geste d'un père qui voulait protéger sa fille d'un individu dangereux, fin de citation. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument, Marco? En écoutant cette histoire, on s'éloigne de la vengeance et on s'approche de la légitime défense, parce que... Le type rentre dans la maison, il est armé. Il rentre dans la maison, il est armé, il frappe. Et dans l'instant, il y a une réaction de la part de Marco, le copain du père. Donc effectivement, on est un petit peu loin, encore une fois, d'une vengeance qui, elle, est beaucoup plus dangereuse. Avant que les choses tournent, avant qu'on parle de faire peur, de plus fou que l'autre, de décrocher un fusil, etc., est-ce que vous avez essayé de poser les choses à plat? Est-ce que vous avez pu, en tant que maman, porteuse des idées de douceur, etc., essayer de calmer les hommes? Sur le coup, moi, j'ai tellement été effondrée d'apprendre de ce qui est arrivé à ma fille, parce que... Depuis si longtemps et sans l'avoir vu? Moi, je me suis beaucoup culpabilisée, parce qu'en fait, je me suis jamais rendu compte que ma fille, en fait, souffrait. Parce que toutes les fois où il lui a fait tout le mal qu'il a pu lui faire, elle n'était jamais marquée au niveau du visage. Et puis, c'était aussi des menaces morales. Toujours, si tu dis quelque chose, j'irai faire brûler ta maison, je ferai du mal à ta mère, à ta petite sœur. Et elle, en fait, il a réussi à la manipuler à un tel point qu'elle n'a jamais rien dit. Avant le procès, qui est en détention provisoire aujourd'hui? Pour l'instant, plus personne.
Mon mari est ressorti au bout de 4 mois. Votre mari a fait 4 mois quand même. Voilà. Alors qu'il a pas appuyé sur la détente, il n'était même pas là quand ça s'est passé. Non, il était au travail. Pourquoi il a fait 4 mois? À cause de l'arme. Parce que disons qu'au début de l'histoire, l'affaire a été jugée, voulait être jugée en tant que tentative d'assassinat. Et au bout d'1 an, le juge a requalifié l'affaire en violence aggravée. Marco, il a fait... Voilà. Il a fait 15 mois de détention. Et l'agresseur de votre fille? Alors l'agresseur, lui, est passé au tribunal pour ma fille. Donc il a eu 3 mois de prison ferme, interdiction de l'approcher. Il doit obligation de soins, bon, chose qu'il n'a jamais fait. Quand il est passé au tribunal pour ma fille, il avait déjà au moins 11 condamnations. C'est un jeune homme qui a 17 identités. Et quel âge? Il avait 20 ans au moment des faits. Et actuellement, là, je pense qu'il doit être sorti. Il était incarcéré parce que depuis notre histoire, il a pratiquement toujours été en prison parce qu'il a toujours fait des actes... Alors là, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de la vengeance, effectivement, pour se poser la question de justice, tout simplement. Ça paraît extrêmement disproportionné de savoir que le monsieur qui n'était pas là, qui avait une arme à la maison, c'est quoi? C'est un fusil de chasse ou c'est Un fusil de chasse. L'idée de vengeance, elle existe quand même. Au départ, quand on dit « je vais faire plus fou que fou », c'est ça la vengeance. Je vais faire la même chose que tu m'as fait vivre, mais en pire, pour que tu sentes bien ce qui s'est passé. Donc, le sentiment ou l'idée de vengeance est là. Ça ne veut pas dire qu'il y a passage à l'acte. Le problème, c'est qu'on ne peut pas juger un sentiment. Un sentiment est là. Mais on ne peut juger qu'un passage à l'acte et un acte. Disons qu'une telle situation, franchement, on n'aurait jamais pu imaginer que ça aurait dégénéré, ça aurait arrivé à ce point-là. Vous-même, vous risquez une condamnation? Oui, oui. Et vous savez, dans un premier temps, quand on ne se rend pas bien compte et qu'on voit simplement les éléments de ce dossier, on peut considérer que ce couple a commandité l'assassinat de celui qui était l'agresseur de leur enfant par l'intermédiaire d'un tiers, ce qui est encore plus grave, parce que là, ça veut vraiment dire qu'on calcule la vengeance. Il y a une préméditation totale. C'est pour ça que, malheureusement, votre mari a fait 4 mois de détention provisoire et que Marco a fait 15 mois. Donc, et puis la presse s'emballe dans ces cas-là. Voilà. Le couple voulait éliminer le petit ami de sa fille. C'est sûr que c'est plus vendeur comme ça que si on dit la vérité. Donc c'est vrai que moi, quand je suis revenue de ma garde à vue et qu'au mois de septembre, je devais emmener ma fille à l'école, on a un peu, même qu'on sait que, mais on a peur. On se dit comment on va être regardé, on va... On comprend que vous puissiez vous considérer comme une victime d'une certaine manière, directe et indirecte, indirecte beaucoup par votre fille. Et directement aussi, par la présence de cet homme agressif dans votre maison. Oui. Est-ce que vous vous sentez également coupable, d'une certaine manière, de quelque chose que... C'est vrai que oui, coupable, parce que il est arrivé ça dans notre maison, que l'ami, il est aussi inquiété, je veux dire, il a sa vie toute chamboulée. Il vous en veut, Marco? Non, 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 pas du tout. La suite de notre émission dans un court instant, juste après ce témoignage qui vous concerne peut-être. Vous avez révélé un lourd secret lors d'une réunion de famille. Vous êtes sur le point de révéler votre homosexualité à tout votre entourage. Vous avez ou vous voulez annoncer à vos enfants que vous allez quitter votre mari. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0 820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Corinne et Gérard. Ils avaient déjà 3 enfants chacun lorsqu'ils ont décidé d'en faire un 7e ensemble. On ne veut pas entendre je suis chez ma mère ou je suis chez mon père. Non, ici on est en famille, c'est pour tout le monde pareil. Ça me plaît pas toujours, mais bon, c'est comme ça. Quoi. Tu les aimes, tes frères et sœurs? D'accord. Et aussi l'histoire de Isabelle et Stéphane qui, en guise de 3e enfant, ont eu la surprise d'accueillir des triplés. Je peux même pas dire je vais avec un copain boire un café, un truc comme ça, parce que je sais qu'à la maison ça va être le bordel parce qu'il y a ça à faire encore derrière. Donc. C'est vrai qu'on est des sportifs de haut niveau. Et vous les aimez, vos enfants? C'est pas le problème d'aimer ou pas mes enfants, c'est le problème de m'en occuper. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans les couches. Ça va, j'ai un peu ma dose. Ou encore l'histoire de Laure, heureuse maman, de 7 garçons. Avoir 7 enfants, pour moi, ce n'est que du bonheur parce que je me voyais pas avec 2, je me vois pas sans. C'est pas beaucoup de monde qui a la chance que j'ai, je crois. Comment peut-on arriver à se venger? C'est la question que nous posons aujourd'hui à travers notre émission. Je vais donner la parole à Sylvain. Est-ce que vous vous sentez victime quand vous êtes sur le point de vous venger? Non, non, pas du tout, non.
J'ai été victime à la base, c'est pour ça que je me venge. Et moi, quand je me venge, à la différence des gens qui sont là, je programme ma vengeance, je la prémédite. Vous sentez quoi, justicier dans ces cas-là? Ouais, complètement. Ouais. Qu'est-ce qui peut provoquer une pulsion de vengeance en vous? La première fois, par exemple? Au départ, si vous voulez, mon existence, j'ai eu aucune protection sociale. C'est ni familiale, parce que j'étais un enfant battu, maltraité, etc. Ensuite, je me suis retrouvé à la rue, et mes parents, pour se protéger, ils me jetaient à la rue, déjà des fois en plein hiver, disaient à la police que j'avais fait une fugue, alors que ce n'était pas vrai. Donc j'étais mineur dans la rue, et la police, comme elle me poursuivait, donc le réflexe était de courir. Et quand ils m'attrapaient, ils me foutaient des baffes, ils me ramenaient chez mes parents, ils me disaient « t'es un petit salaud, tu fais chier tes parents, etc. » Donc en fait, et dès que je retourne à la baraque, on me refoutait dehors, évidemment. Oui, donc on comprend le sentiment d'injustice qui s'est inscrit très tôt dans votre personnalité. Très tôt, ouais. La première fois que vous vous êtes vengé, c'était dans quelles circonstances? Première fois que je me suis vengé, par exemple, j'empêchais mes parents de dormir lorsque j'étais dehors en faisant péter des pétards à mèche toute la nuit à leurs fenêtres et je démontais les volets, quoi. Bon, ça c'est une petite vengeance. Et puis il y a cette première histoire, il y a une dizaine d'années, vous avez vécu un très douloureux chagrin d'amour, si j'ai bien compris. Ouais. Votre petite amie et ses parents vous ont humilié publiquement, en tout cas c'est ce que vous avez estimé. Quel plan vous avez mis en place pour essayer d'assouvir votre vengeance vis-à-vis d'elle? Là, je peux dire que c'était pas programmé, quoi, mais j'avais un revolver, parce que bon, j'ai commencé à m'armer assez tôt pour me protéger de la loi de la rue, la loi de la forêt, ce que monsieur dit, mais elle existe. Oui. J'ai débarqué avec un revolver et 2 pains de dynamite dans un sac. Chez eux? 2 bâtons, chez eux, ouais. Donc la porte était fermée avec des pointes et tout. Comme j'étais très très bon grimpeur, presque alpiniste, donc je pouvais grimper même un bâtiment de 10 étages. Donc je suis passé facilement la porte, j'ai frappé et toc toc, voilà, c'est moi. J'avais le flingue d'un côté et les 2 bâtons de dynamite de l'autre côté. Réaction? Et je dis, la réaction, ça s'est pas du tout passé comme je l'ai prévu. Parce que le beau-père, c'était un tyrannique et puis il m'a pas cru une seconde. Alors j'ai dû défaire le chargeur du pistolet pour lui montrer que c'était bien un vrai flingue et qu'avec des vraies balles. Et pas des boules gomme ou des trucs comme ça. Je l'ai rechargé. Mais évidemment, les personnes ne savaient pas que je n'avais pas engagé de balles dans le canon, qu'il y avait le cran de sûreté et que je n'avais pas le doigt sur la gâchette, mais sur la hanse. Et toujours le pistolet en l'air, jamais comme ça. Comment ça s'est terminé cette histoire? Ça s'est terminé que ma copine, elle était dans sa chambre qui donnait au rez-de-chaussée. J'ai vu la chambre du rez-de-chaussée s'ouvrir. Elle m'a foncé dessus et elle m'a boxé sur à peu près 30 mètres ou 40 mètres. Ouais, c'est une famille qui a un petit caractère, visiblement. Jusque dans la rue, quoi. Alors j'ai été boxé comme ça avec mes 2 pains de dynamite et mon flingue en l'air. Et je savais plus. Ça doit être bizarre de ne pas réussir à faire peur avec un revolver et 2 bâtons de dynamite. Tout est fait inverse. On imagine qu'avec un tel tempérament, vous avez quand même eu des soucis avec la justice, non? Ouais. C'est-à-dire? Bien sûr. Oh, j'ai fait. Pour des affaires de vengeance, peut-être. Pas plus un an de tôle, peut-être. Un an de tôle? Ouais. Ah, quand même. Ouais, j'en ai fait 5 ou 6 à peu près. Ah oui, et les autres, vous les avez faites pourquoi? Pour des délits? Vous savez, quand j'étais en état de survie, je suis rentré dans la voyoucratie classique, quoi. Hein. D'accord. Mais quand je vous dis classique, c'est avec le code de l'honneur, etc. C'est pas péter la gueule à un mec pour une cigarette ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est moi qui avais porte secours. Et vous êtes arrivé de venger quelqu'un que vous sachiez vous, même sans que la personne sache que vous la vengiez? Ouais. Si vous ne mettez pas vos plans à exécution, c'est plus fort que vous, ça explose? Je peux passer une nuit blanche, ouais. Vraiment. Une nuit blanche, on s'en remet, mais... Plusieurs, oui, ça vous... C'est assez pathologique, ouais. Comment vous tentez de réfréner vos pulsions de vengeance aujourd'hui, quand vous en avez? Comme je réfrène tout... j'ai tout fait, hein. J'ai fait du yoga, je vais voir un psychologue, j'étais dans un atelier d'écriture, enfin bref. Mais... D'essayer de canaliser vos nerfs, quoi. Ouais. Marc, mais c'est dur. Qu'est-ce que vous pouvez dire on n'est pas là pour glorifier la vengeance, bien au contraire. Hein. Non, oui, sinon je scie la branche sur laquelle je suis assis, puisque je ne travaille pas dans la vengeance, mais dans la justice. La première chose, c'est qu'on peut comprendre finalement l'attitude de cet homme au regard de son passé. La première chose qu'il vous dit, c'est la police, donc le représentant de la justice dans la rue, n'a pas compris ce qui m'arrivait et m'a trompé.
Donc comment voulez-vous qu'il ait confiance dans la justice et dans l'appareil judiciaire? Donc il s'est créé son monde à lui, son monde de justicier, dans lequel il intervient même pour le compte des autres. Donc finalement, le bénéfice de tout ça, il est où? Comment imaginer finalement que cet homme, dont les raisons et les motivations finalement peuvent apparaître comme louables, qu'est-ce qu'il fait? Il se place exactement dans la situation de celui qui le punit, c'est-à-dire un délinquant, celui qui enfreint la loi. Vous en pensez quoi, Sandra? Ça vous inspire quoi, ça? Il a raison. Qui a raison? Sylvain. Écoutez, avant d'écouter votre témoignage, excusez-moi, je vous propose de regarder cette enquête sur ce qui incite les gens à se venger, ce que va nous dire aussi Suzanne. Qui passe à l'acte et se venge pour de vrai, et puis surtout, qu'est-ce qui se passe après? Vous avez quel âge aujourd'hui? 21. Vous êtes vraiment jeune hein, pour prendre autant de risques. Voici un début de réponse. Qui n'a jamais eu, une fois dans sa vie, le désir de se venger de son voisin de palier ou d'une ancienne relation amoureuse? De plus en plus, à la une des journaux, on peut lire des histoires de vengeance incroyables, mais tout le monde est-il capable de se venger et jusqu'à quel point? Avoir envie de se venger, je pense que tout le monde peut passer par là, mais tout le monde ne passera pas à l'acte. Tout le monde n'ira pas réellement se venger. Il y a des gens qui peuvent contenir ça, réfléchir, prendre de la distance, relativiser, et puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Et parfois, ceux qui n'y arrivent pas se retrouvent dans des histoires de vengeance dramatiques. Thierry Ferrer s'est fait justicier pour venger sa fille de 13 ans. 2 ans de détention n'ont pas ébranlé sa conviction. Il en est sûr, il a tué le violeur de son enfant. Ce qui se passe dans la tête des parents qui se vengent, c'est d'abord une incompréhension. La première chose, c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à moi, j'ai pas mérité ça, ma fille n'a pas mérité ça. Et puis ensuite, il y a une espèce de dépression qui débarque. Et pour ne pas tomber dans la dépression, on met en place un sentiment de haine. Et la haine entraîne la vengeance. La vengeance est un mobile qui pousse la femme ou l'homme au-delà de ses freins habituels. La haine et la vengeance, c'est pour ne pas s'écrouler psychologiquement. C'est pour pas mourir. Mourir de chagrin, mourir d'atrocité. Ça fait trop mal. Récemment, c'est l'affaire du meurtre de Nicolas qui a bouleversé la France. Il a été la victime innocente d'une vengeance d'adulte. Nicolas a été enlevé vendredi après-midi près de son école du village des Abrets. Son ravisseur l'a étranglé avec une ficelle, puis a déposé son corps dans un buisson, ici. Selon les premières déclarations du mis en cause, il aurait voulu se venger sur Nicolas de la rupture que lui avait signifiée la mère de ce dernier quelques jours auparavant. La vengeance, c'est pour être à égalité, dent pour dent. Tu m'as pris une dent, je t'enlève une dent. Alors que quand on arrive à ne pas se venger, on devient vainqueur parce qu'on gagne en humanité et on gagne une force psychologique énorme sur le violent qui, lui, est uniquement dans un système émotionnel. Aucun citoyen de ce pays ne peut s'arroger le droit d'être lui-même justicier, quelles que soient les circonstances atténuantes qu'il peut invoquer. C'est à la justice seule de punir. Ça vous inspire quoi tout ça? Que si. Enfin, moi, personnellement, je me vengerai, ça c'est sûr. Vous avez besoin que justice soit faite en tout cas, ça c'est sûr. Ah ouais, non mais c'est clair. Pour comprendre ce qui vous est arrivé, il faut qu'on revienne précisément sur les circonstances de votre viol qui sont assez complexes quand même. Ça s'est passé il y a moins d'1 an, vous étiez de sortie avec des collègues de bureau, vous étiez en confiance? Ah bah oui. Que des garçons qui avaient tous par ailleurs des petites amies? Voilà, ouais, parce qu'en fait j'étais dans une équipe et on était 10 en fait à travailler dans l'équipe et j'étais la seule fille. Donc boîte de nuit? Voilà. Quel souvenir vous gardez de cette soirée? En fait, la soirée en elle-même, j'ai pas trop de souvenirs parce que j'ai été droguée. Donc j'ai pas de souvenirs réellement de ce qui s'est passé. Mais voilà, je sais qu'il s'est passé quelque chose. En fait, on a retrouvé dans votre sang, puisque vous avez fait faire des analyses le lendemain de cette soirée, c'est une très bonne idée, je pense, c'est le seul moyen de fixer une preuve. On a retrouvé des traces de MDMA, qui est une des composantes de l'ecstasy. Alors, c'est pas ce qu'on appelle la drogue du violeur, qui est habituellement, c'est le GHB, mais enfin, généralement, c'est fait quand même pour effacer les souvenirs que ça peut laisser chez la victime. Voilà, donc ils ont retrouvé de la MDMA et de la cocaïne. Alors, en sachant que je me suis jamais droguée, c'était la première fois que mon corps en recevait, mélangé à de l'alcool, j'ai eu une perte de conscience de 11 heures. Quand vous êtes réveillée, vous étiez où? Chez lui. L'agresseur supposé? Voilà. J'étais chez lui. Dans quelles circonstances? J'étais nue et lui aussi.
Mais il ne s'est rien passé, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Là, vous êtes réveillé, vous n'avez pas compris ce qui s'était passé en fait? Vous non, avez eu aucun déjà, souvenir? je me suis réveillée, je ne sentais même pas mes jambes. Hein. Sincèrement, je sentais pas mes jambes, j'avais mal aux yeux. Bon, je me suis dit, j'ai peut-être un petit peu trop bu en fait. Mais bon, après, quand j'ai vu que j'étais nue, que lui aussi, là, je me suis posé beaucoup de questions en fait. Vous lui avez demandé ce qui s'était passé? Ah ouais, je lui ai demandé, et puis il me soutenait qu'il ne s'était rien passé. Comment vous avez réussi à lui faire dire qu'il s'était passé quelque chose quand même? Je lui ai dit que je m'en souvenais. Je lui ai dit que je me souvenais. Je me rappelais de ce qui s'était passé, que c'était pas bien ce qu'il avait fait. Et puis, alors, il m'a répondu, oui, ça va, c'est pas la fin du monde. Voilà, fallait pas te mettre dans des états comme ça. Donc, et donc, c'est de là. Donc vous avez prêché le faux pour savoir le vrai. Il a Voilà. fini par vous dire que oui, c'était passé quelque chose, vous étiez dans un tel état que c'était plus ou moins de votre faute. Bah oui. Ouais. Vous avez été faire vos analyses de sang. Voilà, j'ai été déposer plainte 1 semaine et demie après. Parce que même quand il m'a dit ça, après, on se remet quand même en question. On se dit, mais c'est peut-être moi qui l'ai attiré, c'est peut-être ma faute, c'est peut-être. Et puis, j'étais pas réellement sûre, même s'il me l'avait plus ou moins avoué dans le message, j'étais pas sûre de ce qui s'était passé réellement. Donc, j'ai attendu. Et puis, dans le courant de la semaine, un petit truc qui va vous arriver, ça va vous faire rappeler lors de la soirée, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Là, il y a des images qui sont venues? Ah ouais. Qu'est-ce que vous avez vu dans ces images? Des positions. Et quand j'ai vu ces images-là, donc j'ai vu qu'ils étaient 2. Donc, alors que je ne savais pas, en fait. Hein. Vous avez reconnu l'autre? Ah ouais, c'était un collègue. Comment on a trouvé ces traces de drogue dans votre sang? Test ADN. Parce que même les policiers, quand j'ai été déposer plainte, je leur ai bien dit, moi je ne sais pas pourquoi je viens déposer plainte là. Hein. Je viens de vous dire ce que... Je pense qu'il s'est passé. Voilà. Et à partir de là, ils m'ont dit, bon, on va faire des tests ADN et puis on verra bien. Analyse de sang, alors test ADN pour identifier si vous aviez... Non mais c'était 10 jours après? Non, même les tests ADN, c'était bien plus tard. Mais bon, ça reste longtemps, hein, puisque de toute façon, je n'avais pas fait de mèche ni de coloration. Donc, quand les cheveux ils repoussent... Non, ça, c'est pour la drogue, mais en tout cas, la présence du sperme étranger ou des choses comme celle-là, non? Oui, mais bon, 1 semaine et demie après, non, c'était pas possible. Ouais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dame du laboratoire qui m'a fait les tests ADN, elle a dit qu'il y avait une telle forte dose de MDMA que mon état, c'était que j'étais consciente de ce qui se passait parce que j'ai des souvenirs quand même, mais je ne pouvais pas bouger ne serait-ce qu'un doigt. Je ne pouvais pas bouger mes jambes, je ne pouvais pas... Et vraisemblablement, ça a été mis dans votre boisson, quelque chose comme ça? Ah ouais, voilà. Donc vous avez porté plainte, le type a été entendu, vous avez été confronté à lui? Voilà, 2 jours de confrontation. 48 heures de confrontation? 2 jours, ouais. 2 jours. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'était limite moi qui l'avais violé. Non, parce qu'au début, il dit quand même que c'est pas vrai. C'est pas vrai, on n'a pas couché ensemble, on n'est pas sortis en boîte. Non, c'est pas vrai. Alors, après, plus le temps il passe, plus il dit non, mais c'est elle qui m'a violée, c'est elle qui m'a sauté dessus. Donc il s'est un peu contredit, quoi. Voilà. Ça a suffisamment convaincu la police pour le placer en détention provisoire? Ah non, mais il n'y est pas. Tous les 2. Alors que sur les 2, il y en a un qui a avoué. Qui a avoué qu'il y avait eu un rapport sexuel, moi, pas qui vous avait drogué, qui vous avait violé. Qui avait eu, rapport sexuel. Voilà. Mais non, ils sont dehors. C'était il y a un peu plus d'1 an. Ça en est où aujourd'hui? Au même point qu'il y a 1 an. Il y a un procès qui va avoir lieu? Oui, normalement, mais bon. Pourquoi vous dites que la vengeance est une question de survie pour vous? Qu'est-ce qui s'est bloqué il y a 1 an? Mais il y a tout qui s'arrête. Votre vie, elle s'arrête. Quand on est une femme, c'est... Bon, voilà, parce que ça peut s'arrêter pour n'importe qui, mais une femme, d'avoir subi ça, franchement, c'est horrible, sérieusement. Hein. Et de toute façon, maintenant, à l'heure actuelle, les viols, c'est banalisé. C'est bon, c'est rien. Elle s'est fait violer, bon, c'est pas grave. Voilà. Heureusement que tout le monde ne pense pas comme ça. Hein. Ouais, écoutez, à l'heure actuelle, j'ai pas vu une personne qui ne pensait pas comme ça. C'est vrai que la société, si je peux me permettre, la société se rend complice de tous ces viols-là. Parce qu'en voyant les violeurs impunis, les victimes, elles portent plus plainte. C'est à la victime de prouver qu'elle a été violée. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, un violeur, il n'a qu'à nier. Et dans son cas, en plus, c'est vrai que le fait que ce soit de la drogue... ça suffit pas. Oui, je dis pas le heureusement contraire, que ça suffit pas, parce qu'il n'y aurait aucune condamnation pour viol. Bien et ça sûr. fait 18 ans que je fais ça, et ça fait 18 ans que je m'occupe de gens comme vous, et qu'on fait condamner des gens, y compris ceux qui n'ont pas fait 1 jour de détention provisoire. Y compris ceux qui n'ont pas fait un aveu.
Mais bien sûr, vous pensez, il y a 2 systèmes de défense classiques. Il y a j'ai rien fait et c'est elle qui l'a voulu. Donc si vous voulez, c'est d'un grand classicisme. Alors la justice, elle n'est pas complètement abrutie non plus. Elle se pose la question de savoir quelle est la valeur qu'on peut accorder à telle et telle parole. C'est pour ça que vous subissez comme victime des expertises psychologiques. On ne le dit plus, mais c'est quand même ça, des expertises de crédibilité. On essaye de savoir si on retrouve chez vous ce qu'on retrouve chez toutes les victimes. Sandra, elle n'a pas soif de vengeance, elle a soif de justice. Aujourd'hui, elle est dans une situation où elle ne sait pas ce qui se passe. C'est un problème de survie que d'essayer de dire, quoi qu'il arrive, je vais faire quelque chose. Pour vous, l'idée de justice passe peut-être par la vengeance aujourd'hui. Ouais. Le problème de Sandra, il est pire. C'est-à-dire que c'est dans son subconscient que parfois on lui renvoie des images de son calvaire sans qu'elle soit même certaine que ce soit la vérité. Elle est capable de se dire, mais est-ce que c'est ça ? Est-ce que je fantasme ? C'est dramatique. Il faut qu'on parle des risques avec Sandra, des risques qu'elle peut prendre, puisque vous envisagez éventuellement de vous venger, de faire appel à des garçons. Vous avez été déjà à leur rencontre. Aussi. Vous savez combien ça vous coûterait pour leur faire mal. Voilà. Donc, non seulement mon rôle, mais en plus, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument vous convaincre du contraire. Vous êtes donc 1 an après les faits. La justice est longue. Quand on voit que madame, vous en êtes à 2 ans et demi d'attente, ça se trouve, vous aurez encore à attendre 1 an, peut-être même 2. C'est possible, c'est possible. Même 2. Le procès aura forcément lieu ? Non. Mais non, le procès n'aura pas forcément lieu puisqu'il y a une phase d'instruction, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de super enquête qui se passe afin de savoir finalement si les éléments recueillis permettent de penser qu'on peut juger cet homme. Donc ça peut prendre encore du temps. Si Sandra se venge, le procès de Sandra aura lieu ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle risquera ? Mais ça dépend ce qu'elle propose sa à ses famille, petits camarades. tout ça. Mais elle risque surtout, la première des choses qui est dramatique pour vous, Sandra, c'est que vous risquez de vous placer très exactement dans la situation de vos agresseurs. Sauvage. Comme un sauvage. Et vous risquez de vous retrouver, c'est ce que je dis, souvent je reçois des pères de filles violées qui me disent si jamais la justice s'en occupe pas, moi je vais m'en occuper. Je dis vous partagerez sa cellule. Il faut surtout c'est que vous soyez bien accompagnés parce que ça risque de durer un peu de temps, que vous soyez bien défendus et vous allez voir le bonheur et le plaisir que ça sera de voir dans quelques temps que la justice sera passée et qu'il sera condamné. Et quand lui va partir avec les menottes au poignet, à ce moment-là, c'est vous qui aurez gagné. Et vous aurez gagné dans des proportions qui dépassent de loin le fait de lui faire casser la tête par 3 petits copains. Non, mais c'est pas la tête que je vais lui faire casser. Vous n'y croyez pas ? C'est ça. Non, mais si vous êtes comme ça aujourd'hui, c'est que vous ne croyez pas à la justice. Il y a aussi, c'est vrai que la justice, ok, mais il y a un travail psychologique. Il n'y a pas seulement que la justice. Est-ce qu'on vous a aidé ? Non. On vous a laissé toute seule avec ça ? Même au commissariat, apparemment... Après, je l'ai appris. Normalement, au commissariat, on vous donne des numéros. Oui. Mais on m'a rien donné. Moi. Rien du tout. Donc on vous laisse mijoter vu personne avec ce pour vous aider ? J'ai vu personne, à part quand j'ai fait ma TS. Si vous voulez, voilà, il faut aller jusqu'à une TS pour avoir un psy à l'hôpital. C'est pas normal, ça. Aujourd'hui, c'est une cocotte minute fermée sur le feu. Bon, il y a l'argument judiciaire en tout cas. Si jamais vous vous vengez, ça ira très mal pour vous. Exactement. Ça, c'est pratiquement sûr qu'on vous retrouvera. Peut-être que ça passe aussi par une aide, quelqu'un avec qui vous pouvez parler de tout ça, qui connaît ce type d'expérience, même si personne ne peut se mettre à votre place. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué d'en parler. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, la parole, quand même. Ouais. La parole, et puis le fait que l'autre vous reconnaisse aussi comme étant victime. Pas seulement un juge, je veux dire, mais quelqu'un qui peut vous comprendre, quoi, tout simplement. Vous n'avez pas eu ça pour l'instant. Même pas vos parents ? Non. Enfin, mon père, il réagit comme un père. Voilà, on a touché à son bébé, on a touché à sa fille. Puis il n'imagine même pas ce qu'ils ont pu me faire. Faut comprendre aussi 2 mecs et une fille ce qu'ils peuvent faire ensemble. Imaginez ça vous dans votre tête. Imaginez que c'est votre fille à ma place. Je sais pas, c'est pas possible. Et votre mère ? Ma mère, elle est vachement réticente à cette histoire. Elle veut pas trop. Je pense que ça lui fait trop de mal en fait. Oui, c'est-à-dire que cette dimension de solitude augmente ce malaise interne. Mais il faut déjà, la première chose, il faut absolument que Sandra trouve quelqu'un avec qui elle puisse en parler et être comprise, quoi. En parler sans prendre des précautions. Moi, après ma thèse, j'ai vu un psychiatre parce que il voulait me mettre en maison de repos, lui. Comme ça. Non, mais c'est pas ça qu'il vous faut, ça c'est clair. Non, ce qu'il faut, c'est un vrai dialogue. Un psy qui est habitué à s'occuper des victimes. Ça s'appelle. J'espère que ce que la police n'a pas su faire, vous saurez le faire après cette émission. On en parlera un petit peu, oui, ensemble. Pour que vous puissiez au moins trouver des solutions pour vous soulager déjà dans un premier temps. Mais mieux comprendre ce qui vous est arrivé à travers aussi l'expérience des autres. Et puis après réfléchir. Imaginez que des mecs comme eux, ils font ça à des gamines de 14 ans, de 15 ans. Mais ils leur tuent leur vie. Et sincèrement, non, mais moi voilà, j'ai 20 ans, j'ai un enfant,
J'ai connu le travail, je me suis amusée, j'ai connu les boîtes de nuit. C'est bon, j'ai fait... Enfin, j'ai pas fait Vous avez 20 longtemps, ans, mais, hein, oui, j'ai 21 ans, mais, Ouais. mais voilà, j'ai vécu. Une gamine de 14 ans qui n'a pas vécu, elle. Donc vous pensez à elle aussi? Mais bien sûr. Parce qu'ils sont en liberté? Mais bien sûr, bien sûr. Bon, eh bien écoutez, la conversation continuera après cette émission. En tout cas, soyez vigilantes. Moi, je vous dis, attendez que la justice fasse son travail. On n'est pas dans une société de sauvages. En tout cas, merci d'avoir eu le courage de venir en parler. Merci à Chiara également. Bonne route.